Bonjour Jacques, ravi de te recevoir pour cette nouvelle émission d'économie souveraine. Jacques Sapir, je ne sais pas si on t'a déjà Oui, présenté. oh, je pense que ce n'est plus nécessaire. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour beaucoup de nos auditeurs. Les commentaires sont allez, presque dithyrambiques. Il y a toujours beaucoup de questions et chacun est très intéressé par le sujet qu'on va justement aborder aujourd'hui. Où en est-on économiquement? Alors d'abord, première question, Jacques, sur la situation économique de l'Union européenne. Il semble qu'il y ait eu un impact important de la crise énergétique, un effet boomerang très fort des sanctions que l'Union européenne a appliquées à la Russie. Elle vient de refaire un nouveau paquet, contrairement aux États-Unis. Alors, où est-ce que ça mène l'économie de l'Union européenne, ces points particuliers? Alors, tout d'abord, il faut rappeler un petit peu le contexte, et le contexte peut être au-delà de la guerre en Ukraine. Quand l'Union européenne a été créée, c'était censément pour apporter un surplus de croissance aux pays européens, aux pays membres. Bon, on disait notamment que l'entrée des pays de l'Europe de l'Est allait fournir des gains en termes de productivité et de croissance importants. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, tout d'abord que l'Union européenne, qui en 2000 était au-dessus des États-Unis en termes de part du PIB mondial calculé en parité de pouvoir d'achat, ce qui est la meilleure méthode pour faire une comparaison. Bon, l'Union européenne était au-dessus des États-Unis en 2000, elle est passée aujourd'hui en dessous des États-Unis. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'elle a été complètement larguée, il n'y a pas d'autre mot, par les pays asiatiques. Alors, ce qu'on appelle l'Asie émergente et en développement. Une Hum, petite incise, Jacques, hum, pour que nos auditeurs comprennent tous bien. Il y en a certains, beaucoup même, hum. comprennent très bien. Mais quelle est la différence entre le PIB et le PIB à parité d'achat pour car nous faisons aussi office d'éducation populaire avec ce média? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, il faut dire que le PIB, que ce soit d'ailleurs calculé au droit de douane et au, pardon, euh, à la valeur des taux de change ou en parité de pouvoir d'achat, c'est premièrement la somme des valeurs ajoutées. Autrement dit, si vous voulez, on enlève les consommations intermédiaires et donc c'est l'équivalent des salaires et des profits. Voilà. Ça, c'est pour la définition générale du PIB. Après, il y a deux manières de le calculer en comparaison. Et j'insiste bien, les problèmes qui se posent, ce sont des problèmes qui se posent quand on veut comparer un pays à un autre. Bon, il y a une méthode simple qui consiste à dire, on va, alors évidemment, on le fait en prix constant, c'est-à-dire qu'on commence à déflater le PIB dans la monnaie nationale du taux d'inflation. Bon, ça c'est assez facile à faire, encore que. Mais ok, ça se fait. Et puis après, on ramène tout ça à une monnaie de référence, qui en règle générale est le dollar. Mais on le fait par des taux de change. Ce qui suppose que ces taux de change soient ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste des taux de change d'équilibre. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et il y a depuis très longtemps des économistes qui ont dit mais cette méthode des taux de change ne va pas parce que justement les taux de change peuvent être manipulés, alors soit manipulés par les marchés, soit manipulés par les gouvernements en particulier. Bon, donc ce n'est pas une mesure correcte. Et dans les années 50, d'ailleurs, l'économiste qui avait découvert cette notion du PIB, Simon Kuznets, qui est un grand économiste des années 40 et des années 50, bon, qui est par ailleurs un russe blanc, comme, comme mes parents et mes grands-parents, et qui a beaucoup travaillé
sur l'économie soviétique. Bon, et il dit il faut trouver une autre méthode. Et ce qu'il propose dès les années 50, c'est de comparer ce qu'on appelle les prix relatifs. Alors le prix relatif, c'est très simple. C'est combien vaut une voiture en baguette ou combien vaut une voiture par rapport à un réfrigérateur. Bon, cette notion de prix relatif. Et donc il fait des études là-dessus et il découvre que les prix relatifs sont très différents d'un pays à l'autre. Pourquoi? Ben parce que les structures économiques elles-mêmes sont très différentes. Alors, il a proposé une méthode qui a été après reprise par de très nombreux économistes. Je signale, on est là entre 1955 et 1962, hein, donc il y a vraiment très longtemps, et on aboutit à cette idée qu'en faisant la moyenne des prix relatifs dans deux pays, hein, donc on a une moyenne dans le pays A, une autre moyenne dans le pays B, et qu'on va comparer ces moyennes. Et ça s'appelle la méthode de la parité des pouvoirs d'achat. Alors, bien sûr, c'est une méthode qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que la méthode de comparaison par les taux de change. Ça, c'est tout à fait évident. Bien, c'est même une méthode qui est assez compliquée même à expliquer à des étudiants. Et c'est pourquoi cette méthode, qui est très ancienne, qui a commencé à être appliquée systématiquement à partir des années 65, hein, donc quand même ça fait 55 ans, cette méthode est restée à peu près ignorée du grand public. Mais elle était, et elle est toujours d'ailleurs, très utilisée par tous les économistes qui veulent faire des comparaisons entre pays. Je veux dire, c'est pour les comparaisons entre pays. Et ça permet Si on d'éviter raisonne... les bêtises qu'on a eues justement au début de la guerre avec la Oui, Russie, en comparant le tout à fait, PIB de tout, l'Espagne au PIB de la Russie, en ne prenant tout que à le fait. PIB nominal et en faisant pas attention. Ne parlons même pas de la structure du PIB qui est encore un autre sujet. Oui, ça c'est encore un autre sujet, mais je dirais que cette méthode, elle est utilisée par tous les économistes qui font des comparaisons internationales, parce qu'évidemment, quand on raisonne uniquement, par exemple, sur la France, quand on veut regarder la croissance française, pas la comparer à quelque chose d'autre, mais la regarder tout simplement, bon, euh, on peut parfaitement utiliser, eh ben, on va calculer ça en francs ou en euros, c'est pas le problème. Évidemment, à prix constant. Et le problème, c'est que les journalistes, évidemment, comme en règle générale, ils ne comprennent pas la parité de pouvoir d'achat, qui s'appelle en anglais la Purchasing Power Parity, donc c'est PPP en anglais, PPA en français. Alors sur LCI, ils ont un petit peu commencé à comprendre l'autre jour. Ils ont comparé les budgets militaires Oui, en PPP, justement. Ils se sont dit, ah, il y a, la lumière voilà, est voilà, arrivée au grenier, c'est bien. voilà, voilà. Bon, ça commence à un petit peu à percoler, mais en réalité, ça fait grosso modo 20 ans que cette méthode est systématiquement utilisée en comparaison internationale. Et d'ailleurs, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne raisonnent que à partir de cette méthode quand ils font des comparaisons. Alors, il faut savoir que les mesures de parité de pouvoir d'achat sont d'ailleurs publiées 2 fois par an dans la fameuse base de données du Fonds monétaire international qui s'appelle le World Economic Outlook, qui est publiée 2 fois par an, bon, qui est la base de données que j'utilise comme pratiquement tous les économistes. Et là, on voit effectivement l'importance de cette mesure. Alors, les différences qu'il peut y avoir entre le traitement des PIB par les taux de change et le traitement en parité de pouvoir d'achat peut être considérable. Par exemple, si on prend les États-Unis, en taux de change, ils sont à peu près à 24% du PIB mondial. Et la Chine est à 17%. Si on prend la parité de pouvoir d'achat, il passe à 15%. Et la Chine passe à plus de 19%. Donc on voit l'importance
considérable que ça peut avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire une comparaison simplement au taux de change, ça n'a pas du tout de sens. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important et c'est un point qui explique aussi, je dirais, le fait que dans les élites politiques, bon, c'est pas un reproche que je vais faire au personnel politique, mais les femmes et les hommes politiques, en règle générale, n'ont pas le temps de rentrer dans ces subtilités. C'est pas des économistes. Oh, ah oui, tout le monde ne peut pas être économiste, et puis il y a plein d'autres métiers qui sont tout aussi importants que celui d'économiste. Je ne vais pas plaider pour ma Il propre devrait chapelle. quand même un petit peu, surtout Donc, quand on s'appelle Bruno Le Maire, qu'on a fait de belles études et que, on dirige l'économie, de la France. il n'a pas fait des études d'économie, il faut le Ça rappeler, évite il a quelques fait des bêtises. études Il aurait pu littéraires. s'y intéresser en 7 ans, hein. Bon, oui, Tu es peut-être. vraiment tu es Mais vraiment donc, bon, tu es bon, Jacques, avec ton oui, 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 excellent oui, oui, ministre. oui, oui. Enfin, c'était pas à lui que je pensais, mais il y a comme ça des journalistes américains d'une revue qui est une revue, alors, de la droite modérée américaine, hein, American Affairs, ce qui est une revue d'ailleurs, où il y a des démocrates qui écrivent, il y a des gens de gauche, des gens de droite. C'est une revue extrêmement intéressante. Et ils m'ont demandé en 2022 euh, quelle était la place réelle de la Russie et de la Chine calculée en parité de pouvoir d'achat, parce qu'ils avaient le sentiment que la vision en taux de change avait tordu la vision géopolitique des élites américaines de manière considérable. On se rappelle par exemple la fameuse phrase de John McCain, de feu John McCain, il est mort depuis, qui avait dit la Russie, c'est une station-service avec des têtes nucléaires. Bon, alors effectivement, si on prend le PIB calculé au taux de change, le PIB de la Russie, il se situe entre l'Espagne et l'Italie. Bien. Si on le prend en parité de pouvoir d'achat, il est au-dessus de l'Allemagne. C'est quand même une différence importante. Et encore plus par rapport à la Chine, et c'était ça qui intéressait en réalité les Américains, si on prend le taux de change, bon, les États-Unis sont largement au-dessus de l'économie chinoise, pratiquement 6 points. Mais si on prend la parité de pouvoir d'achat, ils sont sous l'économie chinoise depuis 2017. Et donc, voilà, j'ai fait cet article. Il a été publié dans le numéro de novembre 2022 de la revue d'American Affairs. Et en réalité, quand on parle à des économistes qui sont spécialisés dans la question, que ce soit les collègues du Fonds monétaire international, que ce soit des économistes de la Banque mondiale, que ce soit même des économistes qui travaillent pour le département d'État aux États-Unis, bien, eux, ils étaient tout à fait au courant. Ils savaient parfaitement ce que c'était. Et c'est là où on voit que le problème politique, c'est quand je leur demande, mais vous avez dit à vos gouvernants ce qu'il en était. Biden, il sait ce que c'est. Et la personne du département d'État, l'économiste, le responsable de la cellule économique du département d'État, me dit, écoutez, monsieur Sapir, oui, c'est vrai, on l'a dit, mais on pense que notre dossier, il a fini sur une étagère, parce que vous savez, aujourd'hui, ce sont essentiellement les conseillers en communication qui ont le pouvoir. Et ce qu'il me disait sur les États-Unis, j'ai bien peur que cela s'applique aussi aux différents pays européens, et peut-être même encore plus dans les pays européens, où on a le sentiment que ce sont essentiellement des chargés en communication qui ont l'oreille des ministres et non pas des gens qui ont un degré d'expertise réel sur la question. Et merci pour cette, explication, c'est très utile et pour aller dans ton sens, c'est pour ça que tout change quand un pays a un Mishustin comme Premier ministre. C'est pas exactement la même chose que les autres, hein. Ça, tout de suite, on a quelqu'un qui comprend de quoi il parle Oui, et tout à fait. on n'y prête pas Tout assez à fait. attention.
Et donc, je t'ai un petit peu hijacké, détourné. Donc, on en était donc, Jacques, à ce graphique de la part dans le PIB mondial, et tu nous montrais, voilà, donc une descente de l'UE et des États-Unis, une montée forte de l'Asie, de la Chine, légère de l'Inde et une sorte de stagnation de la Russie. Mais on voit les écarts se creuser et surtout le plongeon euh, européen. Oui, tout à fait. Plongeon européen et américain, mais surtout, effectivement, le plongeon européen a été pire que celui des États-Unis, ce qui pose un problème. Déjà parce que, rappel, l'Union européenne a été constituée autour de donner un élan de croissance supplémentaire. Même chose pour l'euro. Il faut se rappeler cette déclaration assez malheureuse, qu'il a regrettée d'ailleurs, hein, il faut être honnête, de Jacques Delors, quand on a mis en place l'euro. Il a dit oui, l'euro par sa simple existence va apporter 1% de plus à la croissance des pays qui l'adopteront. En fait, c'est l'inverse, parce que quand on regarde, la croissance des pays de la zone euro est plus faible que la moyenne de l'Union européenne, de l'UE 27, qui inclut d'ailleurs les pays de la zone euro, ce qui veut dire que les pays qui n'ont pas adopté l'euro dans l'Union européenne ont une croissance très nettement plus forte que celle des pays de la zone euro. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit très bien et effectivement, on voit que la croissance de l'Union européenne euh, est aujourd'hui, alors évidemment, très inférieure à celle des pays d'Asie, mais elle est aussi euh, très inférieure, par exemple, aux États-Unis. Et ça, c'est un véritable problème. Un problème qui d'ailleurs s'est accentué depuis la crise de la Covid et évidemment de la guerre en Ukraine et des sanctions. Si on regarde maintenant les taux de croissance depuis 2017, si on regarde les taux de croissance depuis 2017, on voit que l'UE 27 et la zone euro sont largement vers le bas. Évidemment que les pays d'Asie émergente, que la Chine, ont une croissance beaucoup plus forte que nous, ce qui veut dire que ces pays ont été moins affectés par la crise de la Covid et évidemment n'ont pas eu les conséquences de la guerre en Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis se portent nettement mieux que nous et que même la Russie est aujourd'hui avec une croissance qui est très supérieure. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important, ce qui nous amène effectivement à cette question, eh bien, quelles sont les causes de cette espèce de, je dirais, de stagnation. On ne peut pas parler réellement de récession, mais de stagnation dans la longue durée de l'économie de l'Union européenne. Et là, je suppose que tu vas nous parler de crise énergétique. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais il y a une raison qui est tout à fait évidente, c'est l'effet boomerang des sanctions. Alors, ce qu'on appelle un effet boomerang, bon, je dirais le nom décrit un petit peu le phénomène, mais c'est le fait que quand un pays ou un groupe de pays, comme contre un autre pays, eh bien ces sanctions font plus mal à ceux qui ont pris les sanctions qu'aux pays qui étaient visés. Bien. Et c'est évidemment le cas à travers les prix de l'énergie pour l'Union européenne. Et on voit que les prix de l'énergie ont en moyenne augmenté d'à peu près 50%, mais pour certains pays, comme l'Allemagne, ils ont augmenté entre 80 et 100%. Autrement dit, ils ont pratiquement doublé. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, on voit que les prix de l'énergie ont évidemment monté de manière extrêmement importante au deuxième semestre de 2022 et au premier semestre de 2023. Bien. Depuis, ils sont légèrement redescendus, mais néanmoins, l'écart entre le niveau
des prix de l'énergie au deuxième semestre de 2021, donc avant la guerre. Et aujourd'hui, reste considérable. Donc ça, Et c'est c'est ce qui à explique l'évidence. l'avantage comparatif, et donc les courbes de croissance, parce que les pays producteurs comme les États-Unis ou la Russie, eux, comme l'a rappelé fort aimablement, plutôt pas aimablement Donald Trump, sont bien meilleurs dans ces pays producteurs et donc donnent un avantage comparatif colossal aux industries de ces pays. Ah ben c'est évident. Ça, c'est tout à fait évident. Les pays qui sont producteurs de sources d'énergie, comme le gaz, le pétrole, etc., sont dans une bien meilleure situation. Donc, on a ce problème. Et ce problème, il se voit si maintenant on regarde la croissance des pays de l'Union européenne et de la zone euro euh, avant la crise de la Covid et la crise des sanctions, et après. On voit qu'il y avait une pente de croissance, alors qui était plus faible que celle des États-Unis, des pays d'Asie, même de la Russie, mais bon, mais qui était quand même non négligeable. On voit le décrochage provoqué par la crise de la Covid, ça on le sait, hein, c'est l'effet des confinements. Bien. Il y a un redémarrage après, mais ce redémarrage est cassé à partir de 2022. Et c'est ça qui est important. Et donc c'est là où on voit l'impact nocif sur nous des sanctions que nous avons prises. Bon, c'est évidemment l'image de la personne qui se tire une balle dans le pied. Je dirais que là, c'est pas une balle, c'est toute une rafale de Kalachnikov. Mais évidemment, ça nous a fait très mal. Alors, j'ajoute que là-dessus, il faut en plus y additionner la perte du commerce frontalier. Par exemple, pour un pays comme la Finlande, qui en fait a assez peu souffert de la crise énergétique, pour la raison que ses prix de l'énergie étaient déjà très élevés. Bien. Mais la Finlande subit un choc économique important avec l'interruption du commerce frontalier avec la Russie. Donc, à cette crise énergétique s'ajoutent des éléments de crise induits par les sanctions qui sont liés à la coupure des relations économiques entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Donc, tout ça mis ensemble, évidemment, ça a un poids considérable sur l'économie de l'Union européenne et ça explique pourquoi nous sommes en train, je dirais, de nous faire larguer par les autres grandes zones économiques, que ce soit les États-Unis ou que ce soit l'Asie, mais aussi ce qu'il y a derrière ce problème-là, c'est le fait que de très nombreuses entreprises, en particulier allemandes, se posent aujourd'hui le problème d'une délocalisation vers les États-Unis, en particulier dans les branches qui sont de grosses utilisatrices d'énergie. Par exemple, la Délocalisation métallurgie. commencée sous Joe Biden et sur lesquelles insiste très lourdement Donald Trump, parce qu'il se fait VRP des États-Unis Oui, dans ce domaine. tout à fait, tout à fait. Et qui d'ailleurs, on rajoute une couche à travers les droits de douane. Hein. Les droits de douane, évidemment, vont rajouter une couche. Mais ce qui est important, c'est que toutes les industries qui sont de grosses utilisatrices du gaz et du pétrole, alors, que ce soit comme source d'énergie pour la métallurgie, que ce soit comme source d'énergie et comme matière première pour la chimie, parce que la chimie, en particulier la chimie allemande, Bayer, elle est grosse utilisatrice de gaz, mais pour le transformer en produit chimique. Il ne faut jamais oublier que le gaz, c'est à la fois une source d'énergie et c'est une matière première de transformation. Les constructeurs automobiles, Audi, Mercedes, bon, les métallurgistes, Rheinmetall, bon, tous ces gens-là sont en train de regarder la possibilité pour eux de partir aux États-Unis parce que aux États-Unis, les coûts de l'énergie sont grosso modo le tiers, sont entre 33 et 40
des coûts de l'énergie en Europe. Et ça, c'est un problème évidemment considérable. Donc, le risque pour l'Europe, c'est de disparaître du monde comme puissance économique. Alors déjà qu'on n'est pas, enfin, que l'Union européenne n'est pas une puissance politique particulièrement importante, évidemment, si on disparaît de la scène comme puissance économique, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on ne devient pas en réalité un tiers-monde? Et là, on a, donc on a parlé, on a des droits de douane supplémentaires annoncés par Donald Trump de 25. Comme tu as Oui. dit, 25, c'est beaucoup, hein. Ça veut dire que quelque chose qui coûtait 4 euros va coûter 5 à l'achat. Et donc là, on va avoir un effet redoublé sur la situation. Et donc, sur ce tableau assez sombre de l'économie européenne que tu décris, Jacques, les droits de douane dont tu viens de parler supplémentaires de 25, ça veut dire quelque chose à l'achat aux États-Unis qui serait produit en Europe, qui coûterait 1000, coûtera 1250, donc beaucoup plus cher, sera moins compétitif que quelque chose de produit aux États-Unis où déjà l'énergie est moins chère. Euh, est-ce que là, on a un enterrement en grande pompe par Donald Trump de l'Union européenne? Ah, c'est une menace. C'est une menace très claire. Et Euh, qui exécute, c'est non seulement une menace, mais effectivement, quelle riposte, comment. alors, euh, 25% de droits de douane, si nous étions dans la même situation en termes de prix de l'énergie que les États-Unis, ça ne serait pas un très gros problème. C'est quelque chose qui peut être compensé par des gains de productivité plus importants. Bon, ok. Mais évidemment, quand ça vient s'ajouter euh, à la différence des prix de l'énergie et à la différence aussi de réglementation, parce que ça, c'est quelque chose qu'il est difficile de mesurer, mais dont tout le monde est conscient, c'est que le cadre européen est hyper réglementé et le cadre aux États-Unis l'est beaucoup moins. C'est pas qu'il n'y ait pas de réglementation aux États-Unis, il y en a, bon, mais elle est quand même beaucoup moins contraignante sur toute une série de points que la réglementation de l'Union européenne ou des pays de l'Union européenne en particulier. Donc, dans cette situation, oui, effectivement, on peut avoir dans les 5 à 10 ans qui viennent une désindustrialisation massive de l'Union européenne, essentiellement de l'Allemagne, hein, parce que ce qui est visé là, c'est très clairement l'Allemagne, et oui, ça va poser un énorme problème dans le futur, et par rapport à ça, il faut que l'on trouve, je dirais, des solutions de court, moyen et long terme. Alors, le portrait est assez terrible sur l'Union européenne, mais il doit être pire encore, j'imagine, sur la France, puisque tu viens de dire la désindustrialisation toucherait principalement l'Allemagne, car elle était le moteur industriel de cette Union européenne. La France, elle, est déjà très sévèrement désindustrialisée, donc ça va être pire encore. Oui, alors là-dessus, il y a des problèmes spécifiques à la France, qui sont d'ailleurs un petit peu extensibles à l'Italie et à d'autres pays, mais on va prendre le cas de la France. Et en particulier, on sait que la France a été en récession au quatrième trimestre 2024. Hein, le troisième trimestre, porté un petit peu par la vague des Jeux olympiques, n'a pas été aussi brillant qu'on l'espérait. Et on est repassé en négatif pour la croissance du PIB au quatrième trimestre. C'était publié par l'INSEE fin janvier 2025. Et on peut penser que dans la situation actuelle, le premier trimestre de 2025 ne sera probablement pas meilleur. Bon, après, c'est très clair qu'on a un problème. Et on a un problème qui s'appelle, en partie, pas le seul, hein, très clairement, c'est pas le seul, qui s'appelle l'euro. Et on le voit de manière assez subtile à travers le déficit budgétaire. Donc on a cette question du déficit budgétaire.
J'avais signalé cela dans un des premiers articles que j'avais fait sur la question en disant l'euro va aggraver le problème du déficit budgétaire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les différents gouvernements, et on le voit d'ailleurs sur le graphique, hein, c'est important sous Chirac, c'est important sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron, les différents gouvernements ne veulent pas que la croissance française tombe à zéro, parce que ça veut dire du chômage. Comme à l'époque, la productivité continue de monter, quand on a de la productivité qui monte et de la production qui stagne, bah évidemment, ça détruit massivement des emplois. Bien. Donc, les différents gouvernements ont tout fait pour que la France conserve un taux de croissance important, ou en tous les cas supérieur à celui de l'Allemagne, et ils y ont plus ou moins réussi. Mais comment? Eh bien, en accroissant le déficit budgétaire, ou disons en dépensant plus sur deux choses. Le soutien à la consommation, mais surtout le soutien aux entreprises, les subventions qui ont été faites aux entreprises. Alors, on connaît le discours classique, les charges sont trop lourdes, le travail est trop taxé, le coût du travail est trop important. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime les contributions des entreprises. Mais ça veut dire qu'on supprime des recettes, que ce soit pour le budget de l'État ou pour le budget de la sécurité sociale. Mais comme désormais le déficit de la sécurité sociale est repris par l'État, ça va s'additionner. Donc, on a ça, et puis on a des mesures qui visent directement au soutien de l'activité, en particulier le CICE. Alors le CICE, et il faut lire ce qu'a écrit M. Gallois, qui a été en fait l'homme qui a pensé le CICE. Oui, Il a j'allais te pour, poser la question justement du CICE. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est que le CICE? D'ailleurs, le alors, cible, qu'est-ce qu'il veut dire, le cible? c'est le crédit d'impôt. Alors, le CE, c'est pour les entreprises. Gallois, quand il propose le CICE qui sera accepté, le dit d'ailleurs. Il faut que on fasse baisser artificiellement le coût du travail en supprimant une partie des taxes qui sont payées par l'État, qui sont payées à l'État. Mais et donc, ça veut dire qu'on va accroître le déficit. C'est en réalité une forme de subvention. Et en fait, quand il dit cela, il a d'une certaine manière raison. Si on n'avait pas pris le CICE, si on n'avait pas... Alors, le CICE d'abord a été séparé du budget, puis il a été intégré au budget. Bon, et il faut savoir que ça coûte très cher. Ça coûte, enfin, disons, au moment où il était réintégré dans le budget, euh, il coûtait à peu près 20 milliards par an. Il avait commencé à des sommes relativement faibles, puis ça avait monté. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'un coût total de 44 milliards. Et quand il est intégré dans le budget, il est pratiquement à un point de PIB. C'est quand même tout à fait considérable. Par an, hein? Ah On non, non, s'entend bien, par an. par an. Là, Comparé au deuxième budget de l'État, la défense, 50 milliards, le premier, tout à fait. l'éducation, 63 milliards. Tout à fait. C'est Que un ça. tiers du budget de l'éducation, c'est 40% du budget de la défense. Bon, voilà. Donc c'est considérable. Mais si cette mesure n'avait pas été prise, et là je suis d'accord avec ce que dit Gallois, nous aurions probablement eu 1 million de chômeurs en plus. Donc c'est ça, en fait, je dirais, la balance. C'est oui, on dépense de l'argent, oui, on crée du déficit, mais on sauve des emplois. On n'en crée pas en réalité, mais on en sauve de manière assez importante. Alors, outre le fait que le CICE n'a pas été bien géré,
qu'on aurait pu le gérer beaucoup mieux. Après, il y a des problèmes de gestion interne là-dedans. Et si on regarde l'ensemble du budget de l'État, donc pour le déficit budgétaire, on se rend compte que en dépenses supplémentaires pour les entreprises liées justement au problème de l'euro et en manque à gagner, parce que le CICE désormais c'est un manque à gagner, hein, c'est pas une dépense supplémentaire, c'est un manque à gagner. Eh bien, grosso modo, on est entre 120 et 160 milliards. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent, 120 milliards, c'est 4,2% du PIB. Si on regarde à l'estimation la plus haute, 160 milliards, on serait à 5,5% du PIB. Bon, prenons l'estimation basse, 120 milliards, donc à peu près 4,2% du PIB. Mais c'est énorme. Et on voit que dans le déficit budgétaire actuel, alors, qui a été en 2024 de 6% du PIB, si on retire de ces 6% les 4,2% causés par l'euro, eh bien, Ça on va. retombe sur un déficit de 1,8%, ce qui est, je dirais, en fait, dans la norme, et c'est même en deçà de la norme européenne. Alors, il y a un point Donc important, il tu faut... avais, tu avais au moment où était lancé l'euro, tu faisais partie de ceux, des rares qui, intelligemment avaient déjà anticipé, analysé tout ça. Cette confirmation de tous les travaux que tu as fait à l'époque, Tout à c'était comme fait, tu dis, on va pas faire de placement de produits, donc on va pas reparler de cette célèbre marque, d'armes d'assaut, russe. On va parler, on peut dire, c'est, une rafale de M16 dans la patte, dans la jambe, oui, tout à tous fait. les ans. Tout à fait, tout à fait. Il faut comprendre que l'euro euh, induit une surévaluation spécifique de l'économie française et de l'économie italienne. C'est pour ça que je dis que c'est pas un problème qui est propre à la France. Hein. Et induit aussi une sous-estimation de l'économie allemande. Alors, comment peut-on le mesurer? Il y a ce qu'on appelle le taux de change effectif réel, ou en anglais, R2ER. C'est important, pourquoi? Parce que c'est, là encore, à travers des prix relatifs, c'est un calcul de comment est évalué au sein, pour l'Union européenne, hein, au sein d'une même monnaie, comment sont évaluées les différentes économies. Et on voit que l'Allemagne, elle apparaît avec un écart négatif, donc elle est sous-évaluée, mais la France et l'Italie sont surévaluées. Et on voit d'ailleurs que les États-Unis sont surévalués par rapport euh, et à l'euro et encore plus à l'Allemagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, de manière très simple, s'il n'y avait pas eu l'euro, bon, admettons, voilà, l'euro ne se fait pas, l'Allemagne garde le Deutschmark. Le Deutschmark serait beaucoup plus haut qu'il n'est aujourd'hui, en fait, à travers l'euro. L'Allemagne ne vendrait pas des produits, des automobiles, des machines-outils, etc., avec un euro qui vaut 1,08 $, mais elle les vendrait avec un Deutschmark qui serait probablement à 1,30 $, voire 1,40 $. Et donc c'est ça, essentiellement, qui explique et le succès de l'économie allemande, dont on voit d'ailleurs le caractère artificiel de ce point de vue-là, et les problèmes spécifiques de la France et de l'Italie. Alors la France, compensant cet effet négatif de l'euro à travers des dépenses budgétaires, et l'Italie, qui était déjà prise à la gorge au moment où l'euro est mis en place, parce qu'elle avait eu un déficit extrêmement important dans la décennie précédente, hein, dans la décennie qui va de la fin des années 80 à la fin des années 1990, le déficit budgétaire de l'Italie
devient considérable. Donc elle ne peut pas faire ce que la France fait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le PIB de l'Italie stagne depuis 2000. Et en fait, l'Italie a reculé de manière assez considérable en termes de comparaison économique par rapport à la France. Donc, pour synthétiser, c'est très clair, l'euro est aujourd'hui un boulet économique qui explique pas tout le déficit, hein, il ne faut pas me faire dire, mais qui explique pratiquement entre les 2 tiers et les 3 quarts du déficit budgétaire français. Autrement dit, ça explique pourquoi on est tellement au-dessus de la moyenne des pays de l'Union européenne. Parce que je dis, s'il n'y avait pas eu l'euro, on serait entre 1,8 et 2% de déficit budgétaire. 1,8 ou 2% de déficit budgétaire, quand on prend une croissance à 1, peut-être un petit peu moins de 1%, mais une inflation à 1,6%, eh bien, la dette publique rapportée au PIB diminue, en fait, puisque le PIB, et c'est le PIB nominal que l'on prend en compte, il augmente plus vite que le déficit budgétaire, qui est en fait la vitesse d'augmentation du poids de la dette. Bien. Donc, tout ça pour dire, c'est un problème majeur. Tu décris un problème évidemment majeur, mais en plus structurel. C'est-à-dire, quels que soient les ronds dans la mare politique que font nos politiciens, si ce problème n'est pas réglé, pas beaucoup de Tout solutions à en fait. fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors, on voit que c'est un problème structurel si on regarde le volume de la production industrielle en France. Alors là, on voit quelque chose d'extrêmement frappant. En volume, je ne dis pas en part du PIB, mais en volume, la production industrielle augmente jusqu'au début de 2008. Ça n'augmente pas de manière énorme, mais ça augmente. Et puis, il y a la crise de 2008, il y a une chute, mais on ne revient pas, une fois que l'on dépasse la crise de 2008, on ne revient pas au niveau de 2008. On reste déjà en dessous. Et puis, il y a la crise de la Covid, et la crise actuelle, et là encore, on ne retrouve pas le niveau en volume de la production qu'on avait avant la crise de la Covid. Donc on voit que, globalement, depuis la crise de 2008, qui n'a en réalité jamais été digérée par l'économie française, et ça c'est un point important qu'on a tendance à oublier, mais c'est un point extrêmement important, en volume, la production industrielle n'a pas cessé de baisser. Alors bien sûr, il y a eu une remontée de la production industrielle après la crise de la Covid, mais on voit aussi qu'on reste sous le niveau de 2019. Et donc, tout le discours qui est tenu par le gouvernement actuel, par Emmanuel Macron, en particulier, sur la réindustrialisation de la France, je suis désolé de le dire un peu brutalement, c'est du pipeau. Mais c'est du pipeau. En réalité, il n'y a pas de réindustrialisation. Au mieux, on aura stabilisé la désindustrialisation à un niveau inférieur d'ailleurs au niveau de 2019, mais c'est au mieux ce que l'on peut espérer, et ce que l'on voit en particulier sur les données des 2 derniers trimestres, eh bien, c'est que la production industrielle est à nouveau en train de piquer du nez. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que ça veut dire que la structure même de l'économie française, eh ben, elle est en train de se transformer. Nous sommes en train de devenir un pays de services et de tourisme, et non plus une puissance industrielle. Je cite simplement un chiffre. Dans les années 80, on produisait 3,4 millions d'automobiles par an. 3,4 millions. Aujourd'hui, nous en produisons 1,3. Donc c'est ça. La désindustrialisation, c'est la comparaison de ces 2 chiffres.
On peut aussi étendre cela, bon, Moi, je vais t'en prendre sur un la exemple, construction mécanique. Oui, qui était particulièrement, important dans toutes ces discussions de soutien à l'Ukraine, pas de soutien à l'Ukraine. J'étais à un débat avec le président de la commission de la défense et il dit: «Mais oui, en 1994-95, vous avez en 1300 chars lourds. Là, on en a 220 à l'époque, il y en avait deux non, il nous en restait 226 dont la moitié roule pas vraiment, on a besoin des pièces pour faire tourner les 130 autres». Désindustrialisation oui, totale, tout à fait. et donc capacité à agir, à Tout à fait. peser, Alors, même que ce soit intelligent ou pas, c'est autre bon, chose, mais ap après, il y a aussi un autre problème qui a été une mauvaise gestion des stocks, parce qu'on peut penser que bien moderniser, l'AMX-30, pouvait rester relativement efficace. On s'est contenté de les envoyer à la casse, enfin, en fait, de les envoyer à la fonderie, hein, parce qu'on a récupéré l'acier, bon, et on est resté avec, nos chars Leclerc, mais nos chars Leclerc, on n'en produit plus. En fait, la chaîne de production a été arrêtée. Bon, même chose sur les systèmes de défense aérienne. On en produit à l'unité, en réalité. On sait que nous avons les canons 9. César, c'est de l'artisanat. Les canons Anglais, César, même chose. On doit être autour de 40, on doit être autour de 48 canons César. Bon, donc voilà, c'est évident dans le problème industriel. C'est évident dans les médicaments, où la désindustrialisation a été tout à fait dramatique, puisque nous importons les 4/5 des médicaments que nous consommons, et la crise de la Covid n'y a rien changé. mais c'est aussi... Ah, tout à fait, on est resté... Par exemple, on ne fabrique plus en France de respirateurs. Alors, le respirateur, c'est quand même... C'est un produit technologique, hein. Bon, mais c'est pas un produit technologique d'ultra avant-garde. Pourquoi ne le produit-on pas en France? Tout simplement parce qu'on est trop cher par rapport aux productions allemandes ou aux productions chinoises. Donc voilà, c'est globalement ça, le phénomène de la désindustrialisation. Alors, auquel j'ajoute rapidement un autre problème, alors qui est très spécifique à la France, hein, parce qu'il ne se constate pas, en tous les cas, il ne se constate pas à la même échelle dans les autres pays européens, c'est le fait que depuis la crise de la Covid, euh, la productivité française est stagnante. Alors, dans tous les pays de l'Union européenne, dans tous les pays du monde, en réalité, la crise de la Covid a provoqué une chute importante de la productivité du travail. Pourquoi? Parce que les entreprises ont gardé des travailleurs alors que leur production baissait. Donc, je dirais mathématiquement, comme on sait que la productivité, c'est le rapport entre la production et les travailleurs, ou le temps de travail plus précisément, ça provoquait une baisse. Bien. Mais avec la fin de la crise de la Covid, le redémarrage de l'économie mondiale, toutes les économies, en particulier les économies européennes, ont recommencé à voir leur productivité s'accroître. Pas l'économie française. Et aujourd'hui, l'écart entre le niveau actuel de la productivité française et le niveau qu'aurait dû atteindre la productivité si on était resté sur la pente de croissance de productivité que l'on avait avant la Covid, c'est 8%. C'est énorme. C'est énorme et ça a des conséquences multiples. Non seulement ça veut dire que les produits français sont moins compétitifs, mais ça veut dire que nous avons des difficultés de financement pour l'ensemble de nos caisses sociales, pour les retraites. Il faut lire les rapports qui ont été faits sur les retraites. Ils insistent tous. Les journalistes n'en tiennent pas compte. Bon, ça en dit d'ailleurs assez long sur les journalistes. Ils insistent tous sur le rôle central de la productivité. Parce que quand on dit, ah oui, mais le problème des retraites, c'est, regardez, il y a tellement de retraités pour si peu d'actifs. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qu'on connaît depuis 40 ans, qui est progressive d'ailleurs. On voit depuis 40 ans le nombre de retraités monter par rapport au nombre des actifs. Pour autant, jusqu'à il y a une dizaine d'années, et même
un peu plus, même on peut dire jusqu'avant la crise de la Covid, il n'y avait pas un problème général de financement des retraites. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces actifs étaient d'année en année de plus en plus productifs. Et que donc, là où un actif des années 60 ne pouvait entretenir que 0,8 retraités, un actif de 2019 pouvait entretenir 2 retraités. C'est aussi simple que ça. Bien. Or, avec la baisse de la productivité et avec sa stagnation ultérieure, là, nous allons avoir un véritable problème de financement des retraites. Et ça, personne ne veut en parler. Que ce soit à droite, où on se concentre sur le rapport entre retraités et actifs, mais ce n'est pas le problème. Ou que ce soit à gauche, où on dit il faut revenir avant la réforme des retraites. Ah, moi, je suis d'accord pour revenir avant cette réforme, mais il faut régler le problème de la productivité. Si on ne règle pas le problème de la productivité, ce sera strictement impossible. Sujet complètement Donc, oublié par la gauche, on en avait parlé ici avec David Kayla, qu'on salue. tout à fait. C'est pas dans le programme Tout à du. fait. Ça n'intéresse plus. C'est complètement Tout has-been. à fait. La gauche, aujourd'hui, ne se pose plus qu'un problème de répartition, elle ne se pose plus un problème de production. Or, historiquement, la gauche avait toujours défendu le développement de la production. La gauche avait toujours fait des propositions innovantes en matière d'organisation de la production. Ça, c'est bon, un autre problème, mais c'est un changement de culture dans la gauche française qui pose une énorme question. Bon, donc, je reprends. Euh, Problème de désindustrialisation, responsabilité de l'euro, elle est évidente. Mais aujourd'hui, problème de la chute de la productivité ou de la stagnation de la productivité que l'on a du mal à s'expliquer. Alors, il y a des rapports de l'INSEE, des rapports de la Banque de France, mais quand on les lit en détail, on voit qu'ils n'expliquent que 40% de cette chute ou de cette stagnation. Il y en a 60% qui n'arrivent pas à expliquer. Et donc ça pose un problème parce que comment veut-on résoudre une question dont on ne comprend pas l'origine? Il faudrait qu'on ait une explication qui soit valable. Alors, j'ai des hypothèses, mais je dis bien c'est des hypothèses. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Je ne les ai pas testées mathématiquement. Mon hypothèse, c'est que les méthodes d'organisation du travail dans les entreprises ont épuisé la main-d'œuvre française, que ce soit les cadres ou que ce soit les ouvriers. Et qu'aujourd'hui, on peut augmenter la productivité de deux manières. Soit à travers des méthodes d'organisation du travail, hein, ce qu'a été d'une certaine manière le taylorisme et le fortisme, soit à travers des investissements et de la consommation d'énergie apportant plus de matériel qui permettent aux mêmes ouvriers de produire plus dans le même temps. Bon. La France a fait le choix délibéré de mettre l'accent sur l'organisation du travail. Derrière ce mot aseptisé, c'est très joli de parler d'organisation du travail, on fait même des thèses, j'ai fait ma première thèse là-dessus. Mais il y a une réalité. C'est qu'est-ce que vivent les femmes et les hommes qui travaillent en usine, dans les ateliers. Ils vivent des relations de domination et de soumission qui sont de plus en plus violentes. Est-ce qu'on n'a pas atteint un point de rupture? Je regarde par exemple, alors ce sont les cadres qui sont concernés, mais le nombre de déclarations de gens en burn-out a été multiplié par 3 ces dernières années.
c'est plus qu'un effet de mode. Quand on passe de 1 à 3, il y a un problème derrière. Il y a un véritable, il y a un véritable problème. Et au niveau des gens moins qualifiés, donc au niveau des gens qui sont en position d'ouvriers ou d'employés, on a d'autres manières de le voir. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui demandent de plus en plus des congés maladie, des arrêts maladie? Alors, on va dire, il y a de la fraude. Oui, il y a de la fraude. Il y en a toujours eu. D'abord, il faut le dire, il y a toujours eu de la fraude. Bien. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça monte tellement vite? Quand je dis aujourd'hui, on voit une montée depuis 2 ans hein, qui est extrêmement forte. C'est simplement, les gens n'en peuvent plus. Il y a quelque chose qui se passe là. Et on voit très bien que le modèle français, qui consistait à investir en fait assez peu, parce qu'on est resté largement dessous en matière d'investissement industriel que d'autres pays comme l'Allemagne, voire comme l'Italie. Bon, ce manque d'investissement industriel en France, alors je dis bien industriel parce que dans les chiffres de l'investissement, il y a tout. Il y a l'investissement en bâtiment, il y a l'investissement en logement. On agrège le tout. Donc en réalité, il faut regarder l'investissement des entreprises, stricto sensu, et au sein de l'investissement des entreprises, la part de l'investissement qui va à des machines et pas à la construction de sièges sociaux. La construction des sièges sociaux, désolé, mais ça a zéro impact sur la productivité. Bon. Et on voit qu'en termes d'investissement de machines, depuis 25 ans à peu près, on est resté très en deçà de ce que faisaient des pays comme l'Allemagne. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc, bref, pour tout dire, nous subissons en France des effets systémiques liés à la crise de l'énergie, liés à l'euro, à l'existence de l'euro, mais nous avons aussi des éléments de crise qui nous sont spécifiques et qui sont très liés à la manière dont le modèle français a conçu l'organisation du travail. Autrement dit, une organisation du travail où, excuse-moi du terme, on fait suer le burnou aux gens et on ne se pose pas la question de l'investissement en machine. Et ça, c'est un problème tout à fait central dans la crise du modèle économique français. Contrairement aux Chinois et même aux Russes qui investissent massivement dans les machines. Et Oui, donc là, bon, tout à fait. ce tableau très sombre, euh, en image miroir, nous donne quelques idées pour sortir de cette situation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Alors certains, pour l'euro par on exemple, voit que certains la nous disent, France, bon, finissent par reconnaître les problèmes liés à l'euro pour notre économie, en particulier pour l'industrie française, mais ils disent: «Ouh là là, et si on y touche, alors là, ce sera les pluies de sauterelles, la Seine sera gorgée de sang et ce sera les 10 plaies d'Égypte». alors, il faut dire une chose. Si je devais refaire l'étude que j'avais faite en 2013 sur la sortie de l'euro, hein, cette étude qui d'ailleurs, je peux le dire maintenant, m'avait été demandée par le cabinet de Montebourg. Elle a été publiée à travers la fondation de Jean-Pierre Chevènement, mais la demande venait du cabinet de Montebourg. Bon, je serais malheureusement plus pessimiste. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en 10 ans, la désindustrialisation en France a avancé. Donc, il faut le dire que ça mettrait plus de temps pour que nous récupérions une capacité industrielle importante. Et en plus, on a ce problème de la productivité. Donc, je serais moins optimiste que je ne l'étais en 2013, mais je serais quand même optimiste. Bien, quand je dis que je serais moins optimiste, ce n'est pas pour dire on ne peut plus rien faire. Non,
je pense effectivement qu'il faut sortir de l'euro. Il faut en sortir le plus vite possible, parce que plus on restera, moins on sera en situation de profiter d'une dissolution de l'euro et d'une potentielle dépréciation massive de la monnaie française retrouvée. Donc ça, il faut le comprendre. Après, il y a d'autres solutions qui ne sont pas alternatives, mais qui sont, je dirais, des solutions venant s'ajouter à celle-là. Première solution, il faut réinvestir massivement dans l'industrie. Il faut réinvestir en machines, il faut réinvestir en capacité de production, il faut moderniser nos capacités de production, c'est une évidence. Il faut aussi réinvestir en compétences des personnes. Aujourd'hui, l'enseignement technique et l'enseignement technique supérieur sont les parents pauvres du système. Alors, on a tenté de pallier ce problème par le développement de l'apprentissage. Je ne suis pas contre, ne serait-ce que pour des élèves qui sont en décrochage scolaire majeur. Très souvent, l'apprentissage, c'est une manière de les sauver. Et ça, j'ai suffisamment parlé avec des enseignants du second degré pour en être absolument convaincu. Donc, je ne suis pas contre l'apprentissage, loin de là, et je ne comprends pas pourquoi les syndicats en France sont contre. C'est idiot. Mais je dis que l'apprentissage ne suffit pas. Il faut aussi renforcer considérablement l'apprentissage des compétences, et ça, malheureusement, l'apprentissage des compétences, c'est autre chose, c'est beaucoup plus technique, en particulier dans des domaines industriels. Et là, il y a un exemple très simple. Les problèmes de l'EPR de Flamanville. Une des raisons des retards et des surcoûts, Flamanville, ça a dû coûter 2 fois et demi ou 3 fois plus cher que ce qui était prévu. L'une des raisons des surcoûts, c'est qu'il a fallu reprendre 3 fois la soudure de la cuve. Tout simplement parce que une partie des soudeurs n'était plus qualifiés ou n'avaient plus les compétences qu'ils avaient pu avoir dans les années 80 et les années 90. D'ailleurs, Donc il y a eu une on a vraie beaucoup perte. parlé ici, on faisait venir des soudeurs des États-Unis, et parfois même à l'époque de Russie, parce qu'on n'avait plus la compétence. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu une perte. Enfin, il faut comprendre aussi que c'est l'effet miroir de la désindustrialisation. Quand un pays il perd les compétences techniques humaines qui vont de pair avec la force de son industrie. Et donc, c'est aussi quelque chose auquel on ne pense pas en règle générale. Mais il faut savoir que la désindustrialisation, ça va au-delà du fait que, oui, la production d'automobiles françaises ou d'automobiles produites en France, par des entreprises étrangères aussi, hein, elle est passée de 3,4 millions de véhicules à 1,3. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que le nombre de gens qui sont capables de produire ces véhicules a aussi diminué. Et en réalité, les compétences industrielles, ça met des années à s'acquérir, mais ça met 1 à 2 ans à se perdre. Oui, ce que je disais, Par c'est exemple, souvent le plus grand problème dans la réindustrialisation, c'est la reconquête des compétences. tout à fait, tout à fait. Et ça, il va falloir se poser la question et se poser la question aussi très sérieusement. Donc, aujourd'hui, la crise de l'économie française, la crise du modèle français, parce que ça va au-delà d'une simple crise économique. C'est quelque chose qui touche réellement aux structures, à l'organisation de la production en France. Cette crise, elle implique des mesures qui couvrent un spectre large, qui vont de mesures générales, monétaires, sortie de l'euro, de manière à pouvoir déprécier à nos partenaires et aux concurrents mondiaux
pour avoir enfin une monnaie qui corresponde à l'état actuel de l'économie française. Donc, ça serait, grosso modo, le franc retrouvé. Bon, je ne vais pas appeler le nouveau franc parce qu'il y a déjà eu un nouveau franc dans l'histoire, mais ce franc retrouvé aurait une valeur qui serait de 20 à 25% en deçà de la valeur de l'euro. Ça, c'est une chose qui est acquise. Bon, il faut ça, mais il faut aussi d'autres choses. Il faut de l'investissement dans les entreprises et de l'investissement dans les capacités de production. Il faut moderniser les capacités de production. Il faut contrôler la demande, de faire en sorte que une partie de la demande soit réservée à des entreprises françaises et une partie importante, parce que ça aussi, on n'a pas de réindustrialisation sans ça. Si on ne, je dirais d'une certaine manière, si on ne favorise pas les entreprises françaises, alors déjà la dépréciation du taux de change va les favoriser, mais il faut aussi la favoriser par d'autres méthodes et des méthodes plus institutionnelles. Il n'y aura pas de réindustrialisation. Et puis, il va falloir aussi que l'on s'attaque à ce problème des compétences techniques perdues. Et ça, ça va prendre du temps. Alors, on peut faire une réforme de l'enseignement technique assez rapidement, parce qu'on sait grosso modo ce qu'il faut faire. Bon, mais après, il faudra compter 2 à 3 ans à peu près pour qu'on ait un début de remontée de compétences. Bon, tout ça pour dire que oui, des voies de sortie existent, mais ça sera certainement moins rapide que si on avait pris les bonnes décisions sous François Hollande, c'est-à-dire en 2013 ou en 2014. Hein, c'était le dernier moment où on pouvait assez rapidement inverser les choses. Aujourd'hui, on peut toujours inverser les choses, j'en suis persuadé, mais ce sera plus long, plus coûteux, et ça nous demandera plus d'efforts. Mais si on ne le fait pas maintenant, les problèmes iront en empirant, et quand on décidera éventuellement de le faire d'ici 5-6 ans, il faudra encore plus de temps et encore plus d'efforts. Sujet donc central, l'industrie. Merci beaucoup, Jacques, pour cet exposé limpide de la situation économique de l'UE, de la France comparée au reste du monde et ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir. C'est très, très instructif. Je pense que nos auditeurs sont ravis. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette émission, de commenter et bien sûr de le partager et de vous abonner à la chaîne. Merci à tous. Merci, Jacques. Merci beaucoup, Georges.